Placement est de retour pour cette nouvelle saison. En cette période de rentrée, eh bien, il est temps de s'intéresser à nouveau à ces placements, de faire le point après un été qui, on va le voir, a été particulièrement agité. Je suis heureux de retrouver toute cette équipe de bienprévoir.fr qui va nous accompagner donc, pour cette nouvelle saison. Avec pour cette première émission de la rentrée, eh bien, 3 parties au sommaire, marché financier et opportunités. On va faire le point sur cet été un petit peu mystérieux, un petit peu, pas byzantin, mais chinois, en compagnie de Jonathan Lévy. On s'intéressera au bon plan placement avec Vincent Kutkowitz en deuxième partie et savoir ce qu'il faut faire comme arbitrage. Et puis notre invité cette semaine, ce mois-ci, notre invité spécial, eh bien, c'est le directeur des gestions d'Amundi Immobilier, en l'occurrence Nicolas Kerr, qui nous parlera d'Opsimo. Voilà, un menu dense. On commence tout de suite avec les marchés financiers, les opportunités qui en découlent. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Est-ce que l'été fut bon, un peu meilleur que, en tout cas, les soubresauts qu'on a connus, les agitations sur les marchés financiers? L'été a été très agité quand même, hein, très chaud. Mais vos vacances, ça a été plus reposant, j'imagine, j'espère. Plus reposant que les marchés. Je vous le souhaite. En tout cas, on aurait pu appeler cette première partie, ça fait penser presque à Tintin, hein, la bourse tente de percer le mystère chinois. On en est vraiment là. Hein. On rappelle un peu le contexte. Pourquoi est-ce qu'on a vécu ces soubresauts sur les marchés financiers? Parce que la bourse de Shanghai, qui avait beaucoup monté auparavant, a chuté énormément cet été en fait. Hein, depuis son pic du 12 juin, elle a chuté de plus de 40%. Elle avait monté de 150%. Il y avait peut-être une bulle. Hein. On se rappelle que le gouvernement chinois incitait sa population, et ils sont nombreux à épargner pour aller mettre leurs économies en bourse. Tout à fait. Ils ont voulu libéraliser le marché des capitaux, les marchés financiers. Ils ont incité les Chinois à aller en bourse. Ils ont facilité l'accession à la bourse. Ils ont accepté en fait que les Chinois empruntent pour acheter des actions. Ça a créé des bulles, une bulle spéculative qui a éclaté cet été. Bon, et donc moins 40%, on en a vu quelques conséquences sur les rivages européens et américains bien sûr, mais oui, pas tant que ça finalement. Ça a chuté fortement, violemment, ça a fait peur, puis ça a rebondi un petit peu. Ça a rebondi un petit peu, mais on est quand même loin encore des plus hauts atteints sur le CAC 40 par exemple. On progresse encore, on est à plus de 10% sur l'année. On progresse de 8-9% depuis le 1er janvier, mais par rapport au plus haut atteint le 31 mars, on est nettement en baisse. Donc il y a quand même un impact de la situation en Chine sur l'Europe et aussi sur les États-Unis dans une moindre mesure. Alors que les fondamentaux, comme on dit en bourse, ne sont pas forcément si mauvais que ça pour les entreprises, en tout cas côté. Oui, tout à fait. C'est tout le paradoxe de la situation. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce paradoxe? Jusqu'à présent, en fait, on disait, lorsque les États-Unis s'enrhument, le monde... lorsque les États-Unis éternuent, le monde s'enrhume. Donc on se pose la question, est-ce que c'est le cas aussi pour la Chine? Est-ce que lorsque la Chine éternue, le monde va-t-il s'enrhumer dans les mois qui viennent? Ça fait 2 fois plus de raisons de s'enrhumer, parce que si on a les Chinois et les Américains, nous pauvres Européens, on risque de passer notre vie avec un cache-nez. On est au milieu, et donc c'est là la grande question. Est-ce qu'on va être touché en fait par le ralentissement de la Chine qu'on perçoit, hein, qui est là, qui est bien réel, même si on a du mal à donner des chiffres sur ce ralentissement? Votre sentiment? Parce que c'est ça qui est difficile, hein, c'est de savoir la réalité derrière cette propagande chinoise. Je pense en fait que les marchés ont surréagi pour 2 raisons. La première raison, c'est d'abord parce que les autorités chinoises ont une mauvaise communication pendant tout cet été. Ça me fait penser un petit peu à la bourse, à la banque de Suisse en début d'année, vous vous rappelez, ils n'avaient rien préparé et du jour au lendemain, en fait, ils prennent le marché à revers et ils annoncent en fait qui libéralisaient le franc suisse. Qui libéralisaient le franc suisse, et donc il y a une appréciation du franc suisse démesurée, trop forte, au point que l'économie suisse a eu du mal à repartir en fait, hein, suite à cette appréciation du franc suisse. C'est un peu pareil. Pendant cet été, ils ont annoncé plusieurs choses. Sur la devise, ils ont annoncé une dépréciation de la devise de 4%. Ils l'ont fait d'abord en 3 jours. Ils ne l'ont pas fait en une fois. Ils l'ont fait en 3 jours consécutifs. Après la première journée, ils disaient qu'il n'y aurait qu'une seule baisse de la devise. Ça a recommencé le lendemain, puis le surlendemain. Ouais. Et puis ensuite, cette dépréciation, elle pose beaucoup de questions par rapport à la situation économique. Est-ce que ça ne cache pas des chiffres économiques qui sont beaucoup plus mauvais que ce qu'ils annoncent? Puisqu'il y a des doutes sur la fiabilité des chiffres publiés par la Chine. En même temps, c'est logique, il faut qu'ils apprennent le marché. Hein. Ils exactement. sortent une économie qui était plutôt administrée, centralisée.
voilà, dans un monde globalisé, avec des marchés qui réagissent peut-être pas comme ils en avaient l'habitude. C'est exactement ça. Je pense que ça donne cette impression qu'ils sont en plein apprentissage du capitalisme, des marchés financiers. Autre question qu'on se pose sur la Chine, c'est ils ont dit jusqu'à présent qu'ils voulaient transformer l'économie, une économie basée sur les exportations vers une économie basée plus sur la consommation interne. En baissant la devise, ils favorisent surtout les exportations au détriment de la consommation. Donc c'est paradoxal par rapport à leur discours. On sent de l'hésitation. Exactement. Bon. Et ça, le marché n'a pas du tout aimé. Du coup, il a surréagi. Et c'est pour ça que je pense que cette surréaction est finalement peut-être un bon niveau d'entrée pour nous. Voilà, parce que où est-ce qu'on va dans les prochains mois? Qu'est-ce que vous prévoyez comme scénario? Nous, notre scénario, c'est qu'en fait, par rapport à cette question qui est vraiment centrale, est-ce qu'il va y avoir un impact du ralentissement chinois sur les économies européennes et américaines? On est relativement serein. D'abord parce qu'on pense que l'économie chinoise ralentit, mais qu'elle n'est pas en crise économique. Le ralentissement est relativement encadré. Ils ont les moyens en fait, de soutenir l'économie raisonnablement. Et puis ensuite, il y a quand même une certaine déconnexion entre les économies. Ce matin, il y a eu un chiffre qui est sorti qui est très symbolique. En Allemagne, les exportations allemandes sont en forte hausse de 8% cet été. Je crois que c'est sur le mois de juillet. Pourtant, c'est très symbolique parce que l'Allemagne, c'est le pays le plus exportateur de la zone euro, voire même dans le monde, c'est un pays très exportateur. Donc lorsque le commerce mondial ralentit, l'Allemagne devrait en subir les conséquences. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voit. On voit en fait au contraire dans les chiffres, la Chine ralentit bien dans les exportations, mais c'est compensé par d'autres zones en Europe qui prend le relais, mais aussi aux États-Unis. Donc ce que j'entends comme musique, c'est que vous restez optimiste, confiant sur ces marchés financiers. Oui, tout à fait en fait. Pour nous, on voit pas en fait de répercussions sur l'économie européenne. On parlait depuis le début de l'année, on rabâche toujours qu'on a des conditions financières favorables. Oui, il y a toujours le même cocktail avec les trois ingrédients qu'on rappelle, euro, taux d'intérêt et pétrole. Exactement. Pour des raisons diverses, en fait, Mario Draghi a tenu un discours très offensif la semaine dernière qui a permis à l'euro en fait, de continuer sur sa route, de rester autour de 1,12, 1,10. Les taux sont toujours au plus bas. Il a dit qu'il était prêt à continuer le quantitative easing, voire l'accélérer si c'était nécessaire. Le pétrole, vous l'avez vu cet été, oui. Il a énormément baissé et c'est favorable pour la zone euro. On est à 4006 là sur le CAC ce soir. Est-ce que donc c'est votre scénario, point d'entrée éventuellement pour ceux qui veulent profiter de ce trou d'air? Oui, on pense vraiment que les marchés sont en retard par rapport à la situation économique de la zone euro et par rapport aux résultats des entreprises qui ont en forte progression. Les perspectives des entreprises sur 2015 sont bonnes. Donc ce retard constitue un point d'entrée intéressant sur le marché. On pense qu'on va revenir sur les plus hauts atteints cette année. On est atteint presque 5003. Pourquoi pas d'ici la fin de l'année à revenir sur ces niveaux de la bourse. Bon, merci beaucoup Jonathan pour ce point après la période estivale. On se retrouve le mois prochain, comme à chaque fois. Là, on se retrouve c'est déjà dans la troisième partie de l'émission pour reparler dans 10 minutes. Vous, un sujet que vous aimez bien aussi, les OPCI, les OPCI. Merci beaucoup, on se retrouve dans 10 minutes. Et tout de suite, on passe au bon plan placement avec Vincent Kutkowitz. Les bons plans placement, je vous rappelle que cette émission est en direct, elle est interactive. Je vous invite sur la partie droite de votre écran à nous poser toutes vos questions, interroger nos spécialistes. On a le plaisir de retrouver Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Alors, j'espère que vous êtes revenu en forme de vos vacances également. Tout à fait. On a vu que ça avait été un été assez agité en bourse. Si on revient un petit peu sur le film et les principales séquences de cet été, qu'est-ce que vous retenez, vous? Alors je retiens d'abord le 13 juillet, un accord en Grèce qui a permis d'ouvrir sur un nouvel épilogue de la crise grecque. Probablement qu'il y aura d'autres épisodes, mais en tout cas la situation semble plutôt bien réglée définitivement. On verra par la suite, mais en tout cas la situation s'est apaisée en Grèce. Voilà, tout à fait. Ensuite, on a enchaîné avec des soubresauts sur les marchés chinois qui ont commencé en juin, puis le 8 juillet et enfin le 24 août. On a connu 3 séances sur ces 3 mois qui ont finalement permis au marché chinois de revenir au niveau auquel ils étaient en début d'année, plus ou moins, voire remonter par rapport au niveau du début d'année. Donc ça, c'est important aussi de rappeler que malgré la crise chinoise, le niveau de la bourse chinoise est quand même supérieur au point auquel elle était en début d'année.
Donc ça, c'est le deuxième moment. Le troisième moment, c'est le moment lié à l'incertitude sur les marchés américains, où on n'a toujours pas de vision claire sur le timing auquel aura lieu. C'est presque une bonne nouvelle, finalement, ça. Parce Oui, que ça veut dire qu'à un moment donné, on était quasiment sûr que ce serait en septembre. Finalement, on ne sait plus. Donc, ça veut dire qu'on gagne encore du temps. on gagne du temps, on sait que ça aura lieu, on sait que ça se fera, on ne sait pas à quel moment ça se fera. Et quoi qu'il en soit, probablement que ça se fera dans une dimension beaucoup plus mesurée que ce que ça pouvait être anticipé en début d'année. Et donc, ces trois périodes clés un peu de l'été nous permettent un peu de revenir maintenant sur les décisions que doivent prendre les épargnants. Oui. Et il nous paraissait important de revenir sur cet historique, d'avoir en tête ce qui s'est passé. Absolument, le paysage. Et vous nous avez apporté donc un tableau, justement, Voilà, donc, pour voir... Qu'est-ce qui s'est passé du côté des placements? C'est un peu ça qu'on voudrait aborder ici. Donc ça, voilà, ça c'est ce qu'on voit à épilogue grec, Voilà. crise chinoise, incertitude de la Fed. C'est ce qui s'est passé durant cet été agité. Et maintenant, sur quelle classe d'actifs investir? Voilà, C'est alors, l'objet de préoccupation. voilà, l'idée c'est vraiment d'être une boîte à outils pour les épargnants et de rappeler un petit peu ce qui est sorti sur le marché de l'épargne, de rappeler également les études majeures qui sont sorties. Il y a pas mal de choses qui sont passées. Premièrement, le livret A est tombé à son plus bas historique. C'était annoncé, mais depuis le 1er août, le livret A est à 0,75%. Feu rouge, donc, pour vous. Voilà, là, il y a C'est pas carton rouge, hein, c'est un feu. Non, mais je pense que les Français ont déjà fait l'arbitrage depuis un certain temps. Maintenant, il y a des décollectes, hein, d'ailleurs, je il y a crois. une très forte décollecte. En même temps, il y a d'autres indicateurs intéressants qui sont sortis. J'ai notamment lu une étude très sérieuse qui indique que les Français commencent à avoir envie de retourner vers le risque et ils situent le niveau du placement sans risque idéal entre 3 et 5%. En tout cas, ils situent le niveau du rendement attendu autour de 3 à 5%. Les épargnants français considèrent que l'épargne doit rapporter entre 3 et 5%. Ils ont bien compris qu'en dessous que les livrets étaient très très bas, que pour obtenir 3 à 5%, il faut quand même un petit peu une petite dose de risque. une petite dose de risque, tout à fait. Alors, autre actif, donc l'immobilier locatif. Donc l'immobilier locatif, donc là, on a aussi une étude intéressante qui est sortie. En fait, c'est des indicateurs qui remontent de l'ensemble des réseaux, des plus gros réseaux d'agents immobiliers, qui indiquent que sur 12 mois, les 12 mois glissants derniers, les prix ont continué à baisser, notamment sur le marché parisien. Cependant, depuis sur le premier semestre, les indicateurs montrent que les prix commencent à augmenter de nouveau. Parce qu'il y a l'encadrement des loyers aussi qui a perturbé le jeu. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, là, il y avait une forme d'alignement des planètes très court sur le marché de l'immobilier locatif, mais est venu se rajouter là-dessus, par exemple, des mauvais signes comme envoyés aux investisseurs, comme effectivement l'encadrement des loyers qui commence à avoir un impact. Et on entend dire que une partie du marché des investisseurs locatifs, résidentiels j'entends, commence à sortir du marché par peur d'une pression trop forte liée à l'encadrement des loyers. Donc là aussi, on était dans une période où il y a eu un petit frémissement sur l'immobilier locatif et finalement la remontée des taux qui a commencé fin juin, mais également l'encadrement de loyer, décourage les investisseurs sur la partie locative. C'est pour ça que c'est un feu rouge pour vous aussi. Hein. Voilà, et les rendements sont toujours très bas. On est à 2% net, notamment sur Paris. Pour dépasser 2%, il faut vraiment faire preuve d'originalité dans ces investissements. Voilà, donc ça c'est sur la partie locative. Ensuite, il y a toute une partie fonds euros, et là on va aller sur des choses beaucoup plus intéressantes pour les épargnants. Donc sur les fonds en euros, on sait très bien que la tendance pour 2015, les rendements 2015 sera toujours à la baisse des rendements. Cependant, il reste encore, et on le répète de mois en mois, mais je crois que je ne suis pas le seul à le dire parce que j'entends de plus en plus parler notamment des fonds euros immobiliers et notamment de sécurité pierre euro. C'est aujourd'hui la solution pour revenir sur les fonds en euros, donc pour obtenir une épargne garantie avec un rendement tout à fait adéquat. Et là-dessus, il y a quand même une petite chose à préciser aux épargnants, notamment sur le fonds euro sécurité pierre euro. Les conditions de souscription qui obligent l'épargnant à investir une partie en unité de compte. Jusqu'à présent, c'était 65% en unité de compte adossé à l'épargne en fonds en euros. Aujourd'hui, cette limite va passer à 50%. Donc, il faudra prendre plus de risques pour obtenir ce placement fonds euros. Donc toujours cette même philosophie d'aller vers un peu plus de risques pour toucher un peu plus de rendement. Ensuite, autre classe, l'immobilier d'entreprise. Alors l'immobilier d'entreprise, c'est franchement vert pour vous. Voilà, c'est très vert. Nous, on en parle très souvent. Je crois que depuis le début de l'année, dans cette émission, on a dû en parler bien 3 à 5 fois. Non, mais en fait, c'est tout à fait un sujet sur lequel aujourd'hui, il faut ouvrir les vannes de façon importante. Les épargnants doivent profiter de l'originalité des produits qui existent aujourd'hui sur le marché. On va d'ailleurs recevoir dans la deuxième
dans la troisième partie Nicolas Kert. Nicolas de Amundi qui va nous parler d'Opsimo. Et donc, en fait, l'idée là plutôt est de dire le marché de l'immobilier d'entreprise est le marché qui bénéficie d'une certaine manière du couple rendement-risque le plus favorable aujourd'hui dans le contexte actuel, lorsqu'on regarde notamment les opportunités qu'il peut y avoir sur les marchés financiers, où on voit ce qui s'est passé avec la volatilité liée au marché chinois. Quoi qu'il en soit, aller sur l'immobilier d'entreprise aujourd'hui, on le répétera encore, je pense, pendant un certain temps, c'est la meilleure opportunité. On peut viser 5% de rendement, quel que soit le support sur lequel on va, qu'on aille sur un support type SCPI ou qu'on aille sur un support type OPCI, on peut viser ces rendements-là sans prendre de risques de façon importante. Et moi, je m'appuie aussi beaucoup sur ce qu'on entend, ce que les clients nous disent lorsqu'ils se retournent vers nous. Aujourd'hui, il y a effectivement une crainte forte de l'encadrement des loyers. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui font un arbitrage entre l'immobilier locatif classique, vendent leur immobilier locatif classique et investissent dans l'immobilier d'entreprise. Donc, les craintes, qu'est-ce qui les fait arbitrer ? La difficulté de gestion, les vacances, les taux de vacances dans l'immobilier locatif, l'encadrement des loyers et le rendement, finalement, les gens prennent conscience que le rendement est beaucoup plus bas que celui qu'on peut avoir sur l'immobilier d'entreprise. Voilà, donc pour ce plaidoyer en faveur de l'immobilier d'entreprise. Et puis il reste les actions. Alors, voilà, sur les actions, en fait, aujourd'hui, nous, on a un ADN qui est très orienté vers les produits structurés actions. Aujourd'hui, on pense qu'il y a un bon... On avait parlé aussi avec des seuils de déclenchement voilà. et des seuils qu'il ne faut pas dépasser. Et des mécanismes de protection aussi qui permettent en fait de retourner sur les marchés actions en bénéficiant d'une protection à la baisse et tout en ayant en tête un objectif de rendement largement plus intéressant que celui qu'on pourrait avoir en allant tout seul sur le marché actions. Et donc là, finalement, aujourd'hui, on propose de profiter des points bas qu'il peut y avoir soit sur les télécoms, soit sur les valeurs financières et bancaires. Il y a des produits structurés qui intègrent ces deux types de secteurs, notamment les télécoms, comme Jonathan l'a expliqué en première partie, parce qu'ils sont peu exposés au soubresaut du marché chinois, et les valeurs financières, parce qu'elles vont bénéficier probablement d'un nouvel afflux de liquidités sur les marchés européens. Et de cette manière-là, retourner sur le marché actions à travers des produits structurés télécoms ou valeurs financières et bancaires, c'est ce qu'il faudra faire. Et en suivant bienpro.fr, vous aurez des opportunités dans les jours qui viennent. Eh bien, c'est très clair, comme d'habitude. Merci beaucoup, Vincent. On va enchaîner avec une troisième partie, justement consacrée à l'immobilier d'entreprise. Merci. Merci. Troisième partie de Parlons Placement pour cette rentrée. On retrouve Jonathan. Merci d'être venu, Jonathan. Et on accueille Nicolas Kert. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Vous êtes directeur des gestions chez Amundi Immobilier. Un mot pour nous présenter déjà et pour commencer, ouais. Amundi Immobilier. Alors, Amundi Immobilier, c'est la filiale spécialisée chez Amundi Group, donc un gérant d'actifs qui gère un peu moins de 1000 milliards d'euros d'encours. Rien que ça. Spécialisé sur la gestion, la gestion d'actifs immobiliers et donc la gestion de solutions d'investissement en immobilier, à la fois auprès des investisseurs institutionnels, mais aussi et surtout auprès d'investisseurs particuliers. Sur ces 1000 milliards, l'immobilier, c'est une poche de combien ? C'est à peu près 9 milliards d'euros, c'est en progression assez importante. Donc c'est assez... Et puis avec de grosses ambitions, on va en reparler. Tout à fait. Voilà. Mais vous êtes là pour nous parler d'un produit en particulier qui s'appelle Opsimo, un produit grand public. Peut-être pour commencer... un petit distinguo entre les SCPI et les OPCI, parce qu'on est dans cette catégorie avec Opsimo. Alors tout à fait, en fait, la création de l'OPCI est née d'un constat. D'un côté, on avait en fait des SCPI qui collectent bien aujourd'hui, qui se portent plutôt même très bien, mais qui portent en fait en leur gène, je dirais, leur histoire, c'est-à-dire leur ancienneté. Aujourd'hui, on ne peut pas souscrire une SCPI sans avoir à signer des tonnes de papier. Vous vous retrouvez souvent face à votre banquier qui peut vous dire « non, je ne vous prête pas pour acheter des parts de SCPI ». Ou vous allez voir votre assureur, il va vous dire « non, désolé, vous ne pouvez pas mettre plus de 20% de votre épargne en SCPI, il va falloir mettre un peu d'argent dans le contrat en euros ». Donc parce que ce sont des contrats pas forcément toujours très liquides et les assureurs et les banquiers veulent se protéger de ce problème. Oui, et puis si on achète en direct, voilà, la SCPI c'est un produit qui est un petit peu ancien, qui n'a pas copié, je dirais, le régime des OPCVM, des fonds en fait classiques qu'on a l'habitude de côtoyer, et du coup il subsiste encore en fait quelques lourdeurs en fait administratives. Et donc de facto la SCPI en fait s'est orientée petit à petit plutôt vers une clientèle
haut de gamme, moyenne gamme, les moyens. voilà, qui a les moyens, donc plutôt une clientèle patrimoniale. Et du coup, ça a un petit peu sorti toute la clientèle intermédiaire où les efforts d'épargne en fait sont considérables et l'intérêt pour l'immobilier est important. Hélas, les SCPI sont parfois plus destinés à ce genre de personnes parce que la distribution est complexe. D'où les OPCI. Alors d'où les OPCI justement où là on s'est dit, bah, voilà, les OPCVM, hein, c'est l'industrie la plus florissante en fait en France et donc le système à recopier. On a voulu créer en fait la même chose mais en immobilier, c'est-à-dire qu'on puisse souscrire dans un OPCI aussi facilement qu'on souscrit dans un OPCVM, d'accord, par système informatique sans avoir à signer des papiers. S'abonner aussi à un OPCI, je mets 100 € par mois en fait dans mon OPCI. S'abonner comme ça. Tout à fait. Ou alors je veux pouvoir accéder en fait à l'OPCI au travers de mon contrat assurance vie sans contrainte. C'est-à-dire que je veux pas devoir mettre un peu de contrat en euros et puis un petit peu d'OPCI à côté. Donc il a fallu créer le fonds en fait qui permette cela. Et ça, c'est permis notamment parce qu'il y a une poche plus liquide dans ce. Alors voilà, en fait, c'est la conséquence en fait. Hein. C'est tout ça et la conséquence en fait du modèle qu'on a voulu créer, c'est qu'il a fallu qu'on crée un fonds qui gère lui-même sa liquidité. Pourquoi on a voulu créer ça? C'est parce que si ce fonds gère lui-même sa liquidité, ça veut donc dire que les assureurs qui vont référencer ce produit-là, il faut savoir qu'aujourd'hui le PCI c'est 99% de souscription en assurance vie, donc c'est vraiment un produit d'assurance vie, unité de compte. Eh bien, il a fallu démontrer aux assureurs que le produit gérait lui-même sa liquidité. C'est-à-dire en fait c'était aussi souple qu'une action. Qu'il ne fait supporter finalement à l'assureur aucun risque résiduel. C'est-à-dire que ce n'est pas l'assureur qui va supporter la liquidité du produit, comme ça peut être le cas sur les CPI, c'est l'OPCI en lui-même. Et donc, du coup, il a fallu, à l'intérieur de cet OPCI, conserver une part de valeur mobilière, en l'occurrence des obligations et un peu de cash, pour pouvoir gérer cette liquidité. Alors, Opsimo en particulier, puisque c'est l'objet aussi de votre présence ici, comment est-ce que Opsimo se distingue dans ce monde des OPCI? Quelles sont ses caractéristiques? Alors, Opsimo va se distinguer en fait à deux titres. Donc, le premier, c'est justement sa liquidité, donc sa fongibilité dans les contrats d'assurance vie. De plus en plus de contrats d'assurance vie référencent ce Opsimo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que la stratégie d'investissement d'Opsimo, en fait, se veut résolument diversifiée. Sur la poche immobilière qui constitue en fait le socle d'Opsimo, eh bien, on va investir dans de l'immobilier d'entreprise, surtout du bureau parce que c'est le marché le plus profond, mais on a souhaité créer en fait un fonds solide. Pour créer de la solidité dans le temps, il faut diversifier les actifs immobiliers. On est allé chercher la diversification à la fois sectorielle, on a un petit peu de commerce, on a surtout le bureau, mais on va avoir un petit peu de commerce, on va sans doute diversifier dans d'autres actifs, et on est surtout allé chercher l'immobilier à travers l'Europe. Et c'est ça en fait la grande différence. Ce n'est pas franco-français. Non, c'est un fonds qui a été construit à la base en 2007, lorsque nous l'avons conceptualisé et puis lancé en 2011, on a pris du temps entre la conception et le lancement, eh bien il était pensé pour être pan-européen. Donc c'est un pan-européen, fonds pan-européen. C'est-à-dire quoi? Il y a 27 pays dans la zone, est-ce que c'est zone euro simplement? Alors, on a un peu de chance en fait en Europe, on a quand même des grands marchés qui trustent l'essentiel des transactions. Vous prenez la France, l'Allemagne, l'Angleterre, c'est 70% du marché de l'investissement. C'est les marchés les plus profonds. Si vous faites votre marché sur ces trois marchés, eh bien vous construisez un portefeuille efficient. Parce qu'en réalité, le marché allemand, le marché français et le marché anglais en bureau, eh bien, ne sont pas tout à fait corrélés. Donc du coup, vous créez un portefeuille plus résistant par rapport à des événements qui peuvent surgir en fait dans un pays donné. On n'a pas mentionné les grands chiffres d'Opsimo. Quels sont-ils en cours, collecte? Voilà, donc on approche en fait les 2 milliards d'euros à ce stade-là. On a à peu près 1,7 milliard en cours, 1,7 milliard. Donc on approche les 2 milliards. On devrait les atteindre en fait à la fin de l'année, ce qui fait de ce fonds en fait un des plus gros fonds immobiliers destinés à la clientèle particulière. En termes de collecte depuis le début de l'année, il y a eu à peu près pas loin d'1 milliard d'euros. Donc c'est un véritable succès en fait qui est sur ce fonds-là, qui est emmené essentiellement par la collecte en fait en assurance vie. Avec une ambition forte, je crois. Alors on avait en 2011, de toute façon. on avait en 2011 en fait l'ambition de collecter à peu près 500 millions d'euros par an. C'est beaucoup, il n'y a pas de SCPI à ce stade qui collecte 500 millions, mais on savait en fait qu'en s'ouvrant l'accès en fait à des contrats d'assurance vie de manière très élargie, très simple, on savait que ça allait drainer de l'épargne. Mais en fait on a eu raison puisque effectivement on a doublé en un semestre notre objectif, mais on compte rester sur des niveaux de collecte à peu près semblables, c'est-à-dire 500 millions d'euros, 1 milliard par an grosso modo. Parce que ma question c'est aussi, est-ce qu'il y a un marché assez profond pour absorber finalement toute cette collecte La collecte, alors justement, on savait qu'on allait collecter de manière assez importante pour finir, parce qu'il faut le temps de lancer le fonds et que les clients se l'approprient, les distributeurs également. Et donc, on a fait aussi ce fonds, on a pensé en fait européen pour pouvoir s'offrir
un scope, un spectre d'investissement plus large. Si je somme, il faut savoir que l'Allemagne, en fait, c'est un marché d'investissement plus gros que la France. L'Angleterre, c'est presque 2 fois plus gros que la France. Donc si j'ai ces 3 marchés, eh bien, j'ai une multitude en fait, d'options d'investissement qui s'offrent à moi. Bon, on a vu passer les chiffres de performance, hein, autour de 5%. On est en ligne avec ce que nous expliquait Vincent auparavant. Alors, dans notre objectif de performance sur cet OPCI, qui gère lui-même sa liquidité, on est sur une performance long terme comprise entre 4,50 et 5%. Aujourd'hui, on est au-delà, mais il faut avoir ça en tête. C'est ça, 4, il 5, a été 5, construit, cette fourchette. voilà, il a été construit pour cela. Peut-être un mot quand même, 4 ou 5% de perf, mais une volatilité super basse, 2,1% de volatilité. Ouais. On l'a vu d'ailleurs, je ne peux pas vous donner la valeur liquidative. C'est un peu plus bas que les marchés à Shanghai. C'est clair, c'est clair. Mais à 2,1%, je n'ai pas encore la valeur liquidative au 31 août, donc je ne pourrais pas impacter en fait ce qui s'est passé sur le marché action. Mais il faut savoir que la poche immobilier, elle a bougé de moins 0,003. Donc en fait, elle n'a pas bougé, donc il y a 0 impact en fait des marchés actions sur ce produit-là, sur la poche immobilier. Un mot sur les perspectives du marché. Comment est-ce que vous ressentez ce marché? On a l'impression que beaucoup d'argent en effet converge, hein, vous en êtes l'illustration vers ce marché de l'immobilier et en particulier l'immobilier d'entreprise. Est-ce que ça peut durer et est-ce que ces prix vont continuer à monter? Alors, il y a effectivement beaucoup d'argent qui converge sur l'immobilier par rapport à ce qu'on avait l'habitude de constater. Mais si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, dans lesquels il y a des solutions d'investissement en immobilier, regardez par exemple les fonds ouverts allemands, ceux qui sont aujourd'hui liquides, qui fonctionnent, ils collectent dans des proportions aussi importantes que ce qui se passe en France. Donc, je dirais qu'on est sur des volumes d'investissement assez exceptionnels historiquement, mais assez naturels sur le long terme. Est-ce que cette épargne a un effet inflationniste? J'ai envie de vous dire oui, si cette épargne, je l'investis toujours au même endroit. Effectivement, si je construis Opsimo pour être investi sur Paris, c'est clair que je vais acheter tout ce qui se passe sur Paris. Et là, je vais avoir un effet inflationniste. Alors que là, vous les faites tourner, en fait, il y a une rotation entre les places européennes. Mon univers d'investissement, c'est 1000 milliards d'euros d'investissement sur les 3 pays. Et en intervenant à hauteur de 1 milliard d'euros par an, finalement, je joue pour très peu dans cette masse de capitaux. Donc c'est ça la clé en fait de la réussite, c'est diversifier pour éviter de peser justement sur les marchés et avoir cet effet inflationniste. Jonathan, pourquoi est-ce que vous aimez Opsimo? Je sais bien prévoir. Effectivement, on aime Opsimo, c'est juste. Pourquoi? Parce que c'est une des raisons, la taille du fonds nous plaît beaucoup. La taille du fonds leur permet de diversifier. Si le fonds n'avait pas eu ce succès commercial, il ne pourrait pas opérer cette diversification, aller sur les différentes places immobilières européennes. Et ça, c'est un atout très important pour nos clients. Il y a une inertie qui apporte de la sécurité pour nos clients. On aime bien, Vincent parlait du couple rendement-risque. C'est le cas pour la classe d'actifs immobilière. Et en particulier pour Opsimo, le couple rendement-risque est excellent. On le voit dans les chiffres, 5% sur un an écoulé, on est à 5,80. Alors, si on peut. Performance annuelle. Un an glissant, on est à 5,87 avec une volatilité de 2,10. De 2,1, oui. Ça, c'est un couple rendement-risque que je juge vraiment très bon, que je ça recommande à nos clients. Comment on fait pour acheter de l'Opsimo? Alors c'est intéressant effectivement de positionner l'Opsimo dans un contrat d'assurance vie parce que bien qu'on soit sur la classe immobilière, on a la fiscalité de l'assurance vie, donc c'est fiscalement très intéressant pour les clients. On le préconise dans un contrat par exemple de Arborescence Opportunité, qui est un contrat assuré par Spirica, une filiale à 100% de Crédit Assurance. Voilà. Un dernier mot peut-être Nicolas pour conclure sur ce marché de l'immobilier. Écoutez, oui, un dernier mot, c'est voilà, on collecte, mais on investit. On a un programme d'investissement qui va se réaliser, qui est en train de se clôturer à hauteur d'1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros d'actifs qui vont être investis. En direct les immeubles. On prend notre petite valise et on va dans les différents pays. C'est pas par il n'y a pas de liquide, je vous rassure. Mais on va acheter nos immeubles, vous allez sur on les place, achète. Vous les regardez, vous vous renseignez. C'est ça votre métier en fait. Notre métier, c'est de sélectionner les pays sur lesquels le point d'entrée est le meilleur. D'ailleurs, pour information, on va élargir la diversification de ce fonds-là. On va ouvrir d'autres pays en dehors des 3 que j'ai cités. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a un momentum de marché intéressant à saisir. Il faut plutôt rentrer en bas du cycle qu'en haut. Et là, on sent que sur certains pays, il y a quelque chose à faire. Et oui, une des clés de la rentabilité, on ne le rappellera jamais assez, c'est d'acheter au juste prix, d'acheter à un prix le plus bas possible, forcément. Merci messieurs pour toutes ces explications. Nicolas, vous reviendrez nous voir pour nous raconter la suite de cette aventure, de cette belle aventure Opsimo. Et puis Jonathan, on se retrouve le mois prochain. Avec plaisir. Merci beaucoup.